Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est un incroyable bug, un dysfonctionnement de SFR explique en partie le recul du chômage pour le mois d'août. L'opérateur téléphonique n'a pas relancé les demandeurs d'emploi pour qu'ils actualisent leurs droits. Le ministre du Travail relativise l'impact de cette défaillance. Explication de notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Après la fronde des enseignes de bricolage, le gouvernement gagne du temps sur le dossier épineux du travail le dimanche en confiant à l'ancien patron de la Poste, Jean-Paul Bailly, une mission. L'exécutif repousse sa décision, mais le débat est bel et bien lancé. Analyse ce soir de Philippe Gouliot, chef du service politique du Figaro. Nous évoquerons aussi les questions sociétales et religieuses que soulève cette question avec l'abbé de la Morandais tout à l'heure. Dans l'affaire Bettencourt, l'ancien président Sarkozy et l'ex-ministre Éric Woerth se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux dans le volet abus de faiblesse. Les détails dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. C'est le nouveau casse-tête du gouvernement. Après la fronde des anciennes de bricolage, le débat sur le travail du dimanche est reparti de plus belle. Soucieux de gagner du temps sur un sujet sensible, l'exécutif confie une mission à l'ancien patron de la Poste, Jean-Paul Bailly, en attendant que la pression retombe. On voit tout cela avec Flora Sauvage. Face à la fronde, le gouvernement temporise. Hier, Leroy Merlin et Castorama ont bravé la décision de justice qui leur interdisait d'ouvrir leur magasin un dimanche. Pour les magasins de bricolage, il faut adapter l'offre à la demande. On a beaucoup de clients, oui, qui viennent à 9h tout au long de la journée, qui viennent visiter, qui viennent se promener, qui ne peuvent pas venir la semaine, donc du coup qui en profitent pour venir sur les week-ends. Ce matin, Jean-Marc Ayrault a reçu ses 4 ministres en charge du dossier explosif du travail dominical. À l'issue de la réunion, le gouvernement a confié une mission à Jean-Paul Bailly, l'ancien directeur de la Poste, pour qu'il fasse des propositions de réforme fin novembre. Car la question du travail le dimanche suscite des avis divers au sein même du gouvernement. Pour le ministre du Travail, Michel Sapin, il n'est pas question de toucher au repos dominical. Alors que le Premier ministre ne semble pas insensible à l'idée que les magasins de bricolage restent ouverts le dimanche. Une chose est sûre, le gouvernement souhaite simplifier le millefeuille actuel de dérogation. François Bayrou et Jean-Louis Borloo rapprochent les chapelles centristes. Mais si la noce semble bien se passer pour le moment entre le président du MoDem et celui de l'UDI, les termes du contrat de mariage ne sont pas tout à fait réglés. Et l'enjeu est de taille. Jean-Louis Borloo tient à ce que soit mis noir sur blanc les accords pour les élections à venir, craignant une éventuelle OPA de son nouvel ami. On voit tout cela avec François Goulin. Voilà une petite année que l'UDI a vu le jour, alors cette journée parlementaire, c'est l'occasion de faire le bilan. Mais c'est surtout l'union avec le MoDem qui occupe tous les esprits. Si les deux B, Bayrou et Borloo, ont multiplié les préparatifs de fiançailles ces dernières semaines, le mariage n'est pas encore consommé. D'ailleurs, presque aucun parlementaire MoDem n'est venu aujourd'hui. Aujourd'hui, l'alliance est engagée, elle n'est pas encore scellée. Il reste à l'inscrire dans le marbre, à rédiger un papier très clair sur nos engagements et notre positionnement. Donc aujourd'hui, il est logique que l'on soit dans un rassemblement des parlementaires de l'UDI. Mais sur le fond, tout le monde est d'accord, le centre doit s'unir face au gouvernement, quitte à en oublier les années de querelles passées. Le MoDem, qui avait soutenu François Hollande, considère que c'est pas possible, qu'ils ne sont pas au rendez-vous des réformes, et qu'ils sont maintenant dans l'opposition. Si c'est dans l'opposition, c'est pour construire un projet, c'est pas juste pour critiquer, j'imagine. Bon. Et donc, si c'est le cas, le différent que nous avions, ou la différence que nous avions, elle s'estompe. Même son de cloche du côté du MoDem, si les deux courants s'associent, personne n'a de visée hégémonique. Il y a une volonté de travailler ensemble. Alors quand on a une volonté de travailler ensemble, on ne cherche pas comme ça à prendre le dessus. On sait simplement qu'il faut se respecter les uns les autres, il faut respecter les identités des uns et des autres. On a des histoires séparées, on a, oui, des nuances. Et on a envie de surmonter cela et de faire en sorte que cette addition de différences fasse une force nouvelle. Le rapport de force a bien changé. En moins d'un an, l'UDI marque le tempo désormais au centre. Quand le MoDem compte une vingtaine de parlementaires, l'UDI en a 3 fois plus.
Vous avez peut-être vu cette campagne d'affichage dans la presse. François Hollande dégustant un verre de vin avec ce message: merci, Monsieur le Président, de soutenir la deuxième activité exportatrice de notre pays. À l'initiative de l'association Vin et Société, le monde viticole s'inquiète en effet de la taxation sur le vin qui pourrait être discutée en octobre dans le prochain budget de la Sécurité sociale. Les explications de Camilla Campuzano. Ce qui va vraiment saouler les Français, un jeu de mots acide pour marteler un message: non à la taxe sur le vin. Une campagne soutenue dans cet établissement spécialisé. Comment on peut à tel point chercher à mettre une filière qui est tellement importante pour ce pays à sac? Et c'est délibéré, c'est continuel, c'est pas d'aujourd'hui que ça dure et c'est un scandale. Derrière cette campagne, l'association Vin et Société, elle représente 500 000 acteurs de la filière. Le vin, c'est la deuxième activité à l'export de notre pays et on est en train d'interdire et de dire buvez du vin, c'est mauvais pour la santé, on va le taxer dans le pays du vin. Donc on marche sur la tête, on pense qu'on ne peut pas avoir des mesures qui seraient aussi dramatiques pour notre secteur et c'est vital de pouvoir en discuter en amont. Discuter en amont parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Pour l'instant, pas de régime spécifique pour le vin dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2014. Les parlementaires cherchent un moyen de dissuader les comportements à risque pour la santé, mais rien n'est arrêté. La taxe reste une bonne piste pour les associations de prévention. On ne peut pas mettre le vin à part. Le vin bénéficie d'un privilège fiscal par rapport aux autres boissons que sont la bière ou que sont les spiritueux. Et à ce titre-là, on devrait avoir une taxation qui soit à la quantité d'alcool, au degré d'alcool. Aujourd'hui, les défenseurs du vin demandent une instance interministérielle dédiée, une manière de réunir les acteurs de la santé et de l'agriculture pour éviter que le vin trinque. On en sait un peu plus désormais sur la baisse conséquente du nombre de chômeurs du mois d'août. L'opérateur SFR a en effet connu et reconnu une défaillance dans ses messages de relance aux demandeurs d'emploi qui devaient réactualiser leurs droits. Pôle emploi déplore l'incident, le gouvernement relativise, mais qu'en est-il de la réalité des chiffres qui nous ont été présentés? On en parle avec notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors Jean-Louis, est-ce que ces chiffres ont été tronqués? Ni tronqués ni manipulés, je crois que c'était tout simplement des chiffres foireux en réalité. Alors d'ailleurs, dès jeudi soir, on l'avait un peu évoqué la question ici, et même Michel Sapin était très prudent. Il a dit, attendez, il faut réfléchir, il faut voir dans le détail, c'est une jolie performance, mais moins 50 000, ça peut paraître, c'est tout à fait surprenant. Alors la surprise vient effectivement du nombre de gens qui sont sortis de Pôle emploi au courant du mois d'août. D'habitude, il y a 200 000 personnes qui sortent de Pôle emploi chaque mois. Là, on était sur 277 000, ce qui était vraiment absolument extravagant. Qu'est-ce que c'est quand on sort de Pôle emploi? Pour la moitié, c'est des gens qui retrouvent du travail. Ils ne le disent pas, Pôle emploi, ils n'ont pas besoin de le dire, mais ils ont retrouvé du travail. Pour 20%, ce sont des gens qui sont radiés de Pôle emploi. Pourquoi est-on radié? Pour plusieurs raisons. Tout simplement parce qu'on n'a pas, par exemple, apporter la preuve qu'on a recherché activement un emploi, on a refusé 2 emplois qui étaient tout à fait valables à Pôle emploi, et puis, effectivement, on n'a pas répondu ces fameuses convocations. Le problème, chaque mois d'ailleurs, beaucoup de chômeurs contestent le fait que j'ai pas reçu la convocation, on me radie alors que je ne l'ai pas reçu. Et ce mois-ci, on nous dit, SFR, les SMS n'ont pas bien fonctionné, et donc ces gens n'ont pas reçu. Mais ce qu'on nous dit pas ce soir, en tout cas l'information me manque, c'est de savoir quelle est la part de SFR dans l'envoi des convocations globales pour avoir une idée à peu près précise, parce que la Poste, par exemple, a fonctionné. Les mails, on peut aussi demander des convocations par mail, ont fonctionné. Et là, on nous dit SFR. Alors, cela dit, on sort comme un nouveau chiffre, mais qui est quand même assez imprécis. On dit, en fin de compte, c'est pas moins 50 000, c'est moins 22 000, moins 25 000, ce qui, si c'est encore là bien vérifié dans les jours qui vont venir, est une très jolie performance malgré tout. Oui, je reprends votre expression, vous avez dit chiffres foireux. Au-delà de ces chiffres, Jean-Louis, est-ce que la tendance à la baisse du chômage est confirmée? Alors, effectivement, quand même, depuis à peu près le printemps, si vous regardez les chiffres sur avril, mai, juin, juillet, donc j'exclus août, parce qu'avec août, si c'est moins 25 000, c'est encore une fois une très belle performance. On est sur 16 000 chômeurs de plus chaque mois, alors qu'avant, on était sur 25 000 chômeurs supplémentaires par mois. Donc, il y a
une inflexion qui s'est manifestée, disons, à peu près au printemps. Pour la suite des événements, le gouvernement, évidemment, parie sur ces contrats aidés, il parie sur la montée des départs à la retraite et puis il parie aussi sur une mini-reprise pour enfin arriver à cette fameuse inversion de la courbe du chômage. Beaucoup de paris, donc nous suivrons tout cela ensemble, Jean-Louis. Restez avec nous pour le prochain sujet. C'est l'actualité qui vire au casse-tête pour le gouvernement. C'est la question sensible du travail le dimanche. Je vous le disais au début de ce journal, l'exécutif a choisi de ne pas choisir pour le moment, préférant confier une mission à l'ancien patron de la Poste, Jean-Paul Bailly. On va écouter sur cette question l'une des membres du collectif des bricoleurs du dimanche. C'était au micro de Mounir Soussi. On est complètement atterré par ces décisions et on ne comprend pas que le gouvernement ne se bouge pas. Ils ne n'arrêtent pas de nous parler d'emploi, qu'il faut créer de l'emploi, que c'est important, que M. Hamon disait que l'emploi allait relancer la consommation. Et à côté de ça, il dit aussi qu'il faut s'inquiéter des chômeurs du lundi au vendredi, mais le week-end, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ceux du week-end, ils peuvent rester au chômage. Nous, on a des étudiants qui ont leur logement, qui payent leurs études, qui se nourrissent grâce à leur travail. Si demain, ils n'ont plus ce travail, ils font quoi ? Et sur ce sujet, nous avons rejoint nos invités. Philippe Gouliot, bonsoir. Bonsoir, et bienvenue, chef du service politique du Figaro. Et parce que le débat sur le travail le dimanche touche aussi des aspects, pas uniquement politiques et économiques, mais aussi l'aspect sociétal, familial et religieux. Notre invité ce soir, c'est l'abbé de la Morandais. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Alors d'abord, Philippe Gouliot, le travail le dimanche, c'est une patate chaude, même brûlante pour tout gouvernement. Et ce gouvernement en hérite aussi. Oui, c'est vrai qu'il traîne cette patate chaude depuis bien longtemps. La majorité précédente avait essayé de régler le problème et ils ont fait une loi qui a été très compliquée avec la création de ces périmètres d'usage commercial exceptionnel, les puces, qui étaient assez restrictifs. Et on voit bien que finalement, cette usine à gaz, elle ne fonctionne pas. Et au premier incident, tout est bloqué. Et on apparaît un peu ringard, faut bien reconnaître, par rapport à des tas de capitales européennes ou dans le monde, où finalement, voilà, on peut travailler plus facilement le dimanche. Alors, cela dit, il faut reconnaître que cette opposition au travail dominical, elle traverse toutes les catégories sociales, tous les partis. Oui. Il y a beaucoup de catholiques, peut-être que vous nous en direz un mot, qui sont opposés au travail dominical. Il y a aussi les syndicats, évidemment, qui en font un casus belli. Donc à droite, à gauche, beaucoup de gens sont contre. Mais au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quand même une formule, alors je ne sais pas très bien laquelle, mais une formule magique pour assouplir tout ça et faire en sorte que dans certains endroits, ce soit plus facile. Là, actuellement, il faut passer par le préfet de région, je crois. Est-ce qu'on ne peut pas décentraliser davantage? Est-ce qu'on ne peut pas faire plus confiance à l'initiative et finalement à la liberté, en respectant malgré tout, ce qui me paraît moins essentiel, la liberté des salariés de ne pas travailler. C'est important, il ne faut pas qu'ils soient piégés. Un instant avec l'abbé de la Morandais, Jean-Luc Gombault, sur le fond, on avait vraiment besoin d'une mission, d'une concertation, mot magique, d'un nouveau rapport, aussi bien fait soit-il. D'ailleurs, sur cette question, on a l'impression que c'est toujours le même débat, soulevant les mêmes passions et les mêmes disputes autour des mêmes arguments. C'est toujours la même passion, les mêmes arguments, mais il faut dire qu'au fur et à mesure que les années passent, le travail du dimanche augmente. C'est-à-dire, actuellement, vous avez 30% de la population active qui travaille le dimanche de manière certes occasionnelle pour beaucoup, à peu près 6 millions de personnes, et ceux qui travaillent régulièrement le dimanche sont 3 millions. En 1990, c'était pas 30%, c'était 20%. Donc peu à peu, on voit le travail du dimanche qui progresse dans la société. Et évidemment, pour les raisons que vient de dire Philippe, il y a plein de restrictions, mais comme ça craque de partout, on donne des dérogations. On grignote. Et effectivement, ceux qui n'ont pas les dérogations disent pourquoi lui et pas moi, alors on en donne d'autres, etc., etc. Alors, abbé de la Morandais, vous avez entendu Jean-Luc Gombault, il y a une évolution de la société. Est-ce que l'hostilité de l'Église est toujours aussi vivace contre le travail dominical? Elle n'a jamais été très vivace. Vous avez dit souplesse. Ça a l'air de rien. Bon, on est un système qui n'est pas démocratique, mais dans l'intérieur, c'est d'une souplesse extraordinaire. Depuis le Vatican II, la messe du dimanche n'est plus le dimanche forcément, mais le samedi soir. Moi, je suis à Auteuil, il y a une messe à 21h30 le soir. Retour de week-end, donc il y a une application.
Enfin, je reprendrai le principe que Jésus disait aux pharisiens, contre les pharisiens, la loi est faite pour l'homme et non pas l'homme pour la loi. Donc il y a une question d'esprit qui l'emporte. Et là, en cas de crise et de nécessité de chômage, moi je vous avoue que je suis pour ce travail pendant le dimanche, bien sûr. En votre nom personnel, parce qu'il y a quand même... Il y a quand même un attachement au dimanche, hein, je suppose, pour l'Église catholique, oui. Bien entendu, parce que c'est pas seulement religieux, si on veut sociétal, pratiquant familial. et croyant, on y va le samedi soir ou le dimanche soir. Enfin, je veux dire, c'est pas un vrai sujet, quoi. Mais rappelez-nous, le repos du dimanche, c'est un héritage de l'histoire. C'était 1906, hein, le repos dominical. Bien avant. 1905 Non, mais dès les débuts du siècle. Ah oui, non, mais d'accord. On passe mais du je parlais, sabbat juif au dimanche. Oui, dans ce cas-là, c'est millénaire. Oui, c'est millénaire. Mais est-ce qu'il fallait, justement, après 1905 et la séparation de l'Église et de l'État, se faire pardonner justement cela? C'est ça, en fait, c'est ça. Il fallait donner un gage aux églises. Voilà. Et donc, effectivement, le repos dominical existait depuis très longtemps. Et je crois en 1880, sous la Troisième République, les républicains, pour, reconnaissons-le, embêter les monarchistes, étaient revenus sur cette interdiction du travail dominical. Et en 1906, on a fait cette loi pour effectivement contrebalancer la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. C'était un gage donné pour montrer que, bon, voilà, on faisait pas la guerre aux églises. On n'est pas fâchés, voilà, finalement. c'est ça, c'était pas idiot. Il y a un concile du IVe siècle qui déjà parle du repos dominical en disant si possible. Déjà, on était déjà d'accord. Donc il y a une véritable souplesse. Jean-Luc Gombault, le père Lamorandais a quand même parlé de la situation économique. Est-ce qu'on peut se permettre justement de ne pas donner ou faire accéder à se travailler plus dans notre situation économique? Alors, dans la situation économique, on ne peut pas se permettre des distorsions de concurrence. Parce que vous prenez par exemple, en Europe, le travail du dimanche est un débat qui parcourt toute l'Europe. Et toute l'Europe n'a pas la même législation. Au Portugal, c'est libre, hein, ils travaillent le dimanche, pays catholique. Et en Espagne. Et en Espagne. En revanche, en Allemagne et en Autriche, c'est interdit. C'est-à-dire, vous allez en Autriche, tout est fermé le dimanche, pays quand même chrétien. L'Allemagne également, c'est sauf des minimes dérogations, c'est fermé le dimanche. Donc il n'y a pas en soi un impératif économique, parce que tout le monde parle du modèle allemand. Bon, il n'y a pas un impératif. Mais en revanche, ce qui ne va pas, et on comprend Bricorama, Castorama, lui, il est à 500 mètres, il a la dérogation pour le dimanche. Moi, je ne l'ai pas, mes clients s'en vont. Ceci n'est pas normal. Donc, il y a un problème de trouver quelque chose qui respecte un modus vivendi et qui respecte une concurrence à peu près égale. D'ailleurs, Jean-Luc Gombault, on se souvient que même c'était sur différents trottoirs, là, en face de l'autre, oui, sur la célèbre avenue. Je crois que ça n'est pas vrai. Ça, c'était pas vrai? Non, on l'avait dit, mais non, ça, c'est... mais il y a 250 mètres, 500 mètres, ça c'est vrai. Oui. Bon, alors, est-ce qu'on n'oublie pas de penser, et je me retourne vers vous, Abbé de Lamorandais, bien aux plus fragiles, ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui seront contraints de travailler ce jour-là, ceux-là? Ceux-là, il faut justement les aider, qu'il y ait une souplesse et des dérogations, bien entendu. C'est la priorité, quoi. Je dirais, le pape François qui parle de l'église des pauvres, ben pour les pauvres, on fait tout. On n'est plus prisonnier de la règle, on n'est plus prisonnier de la loi. Il faut dire simplement que dans le reportage, c'était dit, par exemple, qu'il y a des gens qui ne travaillent qu'1 jour par semaine, des étudiants. Et effectivement, pour eux, c'est 800 € par mois, ils vont gagner en travaillant le week-end, notamment. Et pour eux, c'est quelque chose d'important. Donc c'est vrai que c'est des populations faibles, mais qui quelque part trouvent dans ce travail du dimanche une issue à leurs problèmes de fin de mois. Pour conclure sur ce sujet, Philippe Gouliou, la gauche, est-ce qu'elle a toujours ce problème avec le travail pour libérer le travail, parce que ce serait soi-disant de droite? Oui, sans doute. Et puis il y a aussi le poids des syndicats quand même, puisque les syndicats sont très hostiles pour l'instant. Je pense que tout ça va évoluer forcément. Et qu'on est dans un dialogue social, et vous l'avez dit, dans cette concertation. Donc les choses vont certainement bouger. Mais oui, fondamentalement, elle a du mal à changer de pied sur cette question-là. Oui, ça c'est certain. Les syndicats sont aussi arrêtés là-dessus? Ça a l'air de vous agacer. Non, mais peut-être c'est les Parisiens d'aujourd'hui. Ah, ils sont orthodoxes. Non, mais peut-être aussi parce que le dimanche, on fait beaucoup appel à des étudiants qui donc ne se syndiquent pas. Donc ça les intéresse moins aussi. Mais je pense qu'il y a ce Abbé de Lamorandais, rassurez-nous, vous ne travaillez pas le dimanche, parce que vous parlez beaucoup de tous les dimanches, bien entendu. Les hommes d'église, comme me disent forcément. mes amis, dis donc, en dehors du dimanche et des plateaux de télé, qu'est-ce que tu fous, quoi? Il vous reste peu de temps. Alors une autre polémique. Actualité également autour des Roms. Il y a le débat politique et parfois même politicien. Et puis la situation sur le terrain. Pour les Roms, les campements de Roms, on a entendu beaucoup de voix entre fermeté et angélisme.
Quelle est votre position, Abel Lamandé? Ni fermeté ni angélisme. Enfin, moi, vous voyez, les conseillers ne sont pas les payeurs. J'ai horreur du discours qui consiste à dire ah, c'est scandaleux, on met les SDF dehors. Là. Moi, je les ai accueillis pendant 10 ans, là, près de la gare de Lyon. Donc, mais j'ai pas, parce que j'étais responsable sur place, quoi. Mais j'ai pas envie de dire à un maire qui sait pas comment gérer la situation, il y a qu'à Faucon. Je ne me sens pas ce droit-là, parce que ce serait de l'angélisme et ce ne serait pas de la prise de responsabilité. Certes, les textes sacrés, de l'héritage juif jusqu'à l'héritage chrétien, nous disent d'accueillir l'étranger, mais bon, il y a des limites, hein, lorsque l'étranger ne joue pas le jeu. Ah, il pourrait ne pas jouer le jeu, parce que dire qu'une seule minorité de Roms cherche à s'intégrer, dire qu'ils ont vocation à retourner en Roumanie, en Bulgarie, ce sont des propos partagés par une majorité de Français, interrogés après les déclarations de Manuel Valls. Ça ne vous scandalise pas? Non, parce que c'est un langage responsable, c'est pas un langage angélique du tout. Moi, je vais pas jeter la pierre à Manuel Valls, au contraire, quoi. Pourtant, les associations humanitaires et d'autres associations, dont le Secours catholique, demandent avec insistance à François Hollande de sortir du silence. Ils se disent scandalisés, ils jugent les propos de Manuel Valls insupportables. Je le sais. C'est eux qui sont angéliques et vous, vous êtes pragmatique? Mais je suis pragmatique, oui. Quelle souplesse alors. Philippe Gouillot. Qui n'est pas angélique. On peut s'interroger d'ailleurs sur, s'étonner d'ailleurs du silence du président de la République sur le sujet et sur la crise entre ses ministres. Pas un mot de François Hollande, ni la semaine dernière à Florange, ni aujourd'hui en déplacement à Cherbourg. Comment faut-il le décrypter? Je pense qu'il n'a pas envie de trancher entre deux poids lourds de son gouvernement, deux éléments clés. Cécile Duflot, la patronne des Verts, qui lui ouvre quand même, qui ouvre cette majorité, qui fait que la majorité de François Hollande ne se réduit pas comme peau de chagrin au PS et au Parti radical. Et puis Manuel Valls, qui est quand même voilà, un élément très très dynamique, très fort, très puissant, le plus populaire du gouvernement. Et moi, ce qui me frappe aussi dans cette affaire, malgré tout, c'est que tous ceux qui soutiennent Manuel Valls, ce sont ceux qui ont des responsabilités pragmatiques. Ce sont les maires, Gérard Collomb, bon, Martine Aubry, elle n'aime pas Manuel Valls, donc elle a un peu ménagé la chèvre le chou. Mais à Lille, elle demande son intervention. Donc ça, c'est très frappant de voir que les réalistes, au fond, eh bien, ils sont tous du côté de Manuel Valls et que finalement ceux qui sont contre n'ont pas toujours exercé des responsabilités dans des exécutifs communaux. Abel Lamandé, vous êtes sur cette position? Complètement. Moi, quand je discute avec des amis qui sont maires, je vois très bien leurs responsabilités. J'ai pas envie de leur sortir l'évangile comme ça en disant yaka, yaka. Mais non. Mais l'Église accueille des Roms dans plusieurs villes. Ça a été beaucoup le cas et ça continue à l'être. Le pape François a fait une démarche symbolique importante. Ce qui me choque un peu, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le président Hollande n'en parle même pas, quoi. Alors on nous promet qu'il va en parler peut-être au prochain Conseil des ministres, mercredi. C'est déjà loin, voilà. C'est déjà loin par rapport à la... C'est déjà loin, mais je pense qu'il a tout ce que disent les socialistes proches de François Hollande, c'est qu'il n'a pas voulu intervenir à chaud pour pas donner l'impression qu'il intervient quand il a un couteau dans le dos. Est-ce que c'est pas justement parce qu'il n'intervient pas et parce que ces polémiques sont plus qu'embarrassantes pour le gouvernement, est-ce que c'est pas une occasion, j'allais dire bénie, pardon, hein, mon père, pour l'opposition? Si, bien sûr. Je vais pas chercher de jeu de mots là. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la séquence de Florange, où bon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais la visite de François Hollande était réussie, y compris dans les sifflets qui l'ont accompagné et qui montraient que finalement, c'était pas un parcours voilà, simple, facile, que c'était une visite risquée, qu'il avait pris ce risque et qu'il l'avait plutôt réussi. Et puis, paf, patatras, la journée a été gâchée par une déclaration quand même assez intempestive de Cécile Duflot. Qu'elle ait dit ce qu'elle avait à dire, mais qu'elle en appelle à l'arbitrage du président, c'est quand même une provocation, malgré tout. Est-ce que pour les Roms, il n'y a pas un problème au niveau européen? Parce que si, bien sûr. Ben voilà, on me dit, on leur donne des subventions pour faire le travail en Roumanie. Moi, j'ai été plusieurs fois en Roumanie, et là-bas, il ne se passe rien. Oui, bien sûr. Alors, vous dites que la Roumanie, la Bulgarie ne les considère pas comme des vrais citoyens à part entière, comme des êtres humains. On voit plein de maisons qui sont à moitié construites, c'est les économies qu'ils mettent et qui sont jamais finies, mais c'est un système complètement pervers, quoi, qui fonctionne entre les deux, quoi. Pour terminer, Abel Lamandé, je voulais vous faire réagir aussi sur l'actualité, j'allais dire l'actualité papale du jour. Jean-Paul II et Jean XXIII seront canonisés le 27 avril 2014 lors d'une fête unique au Vatican, c'est ce qu'a déclaré François, le pape. Ce sont de bonnes nouvelles. C'est un bon équilibre politique, quoi. Jean XXIII, c'est l'ouverture. Jean-Paul II, c'était pas une ouverture totale. Donc, voilà. Donc, les canoniser au même moment, c'est une volonté d'unifier les catholiques. Pour annoncer des réformes. C'est très politique, tout cela, alors. Voilà. Mais je vous rappelle qu'un saint, c'est pas un être parfait. Hein.
Je non, ne sais nul pas, n'est je ne le parfait. suis pas. Peut-être un jour. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour vos analyses et ce débat. Merci à Sonia. vous. En bref, à présent, aux États-Unis, le Sénat qui a rejeté aujourd'hui un projet de loi de finances temporaire adopté ce week-end par la Chambre des représentants. Conséquence pour Barack Obama, un risque de paralysie gouvernementale si aucun compromis n'est trouvé. Et la dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Sophie Normand. Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation. L'ex-président de la République conteste ainsi l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux. La semaine dernière, celle-ci a validé le volet de l'instruction sur les abus de faiblesse commis au détriment de Liliane Bettencourt. Nicolas Sarkozy est mis en examen depuis le 21 mars dernier. Il est soupçonné d'avoir obtenu de la milliardaire des largesses pour sa campagne présidentielle de 2007. Son pourvoi en cassation pourrait avoir des incidences sur son calendrier politique. Manuel Valls devant les forces de sécurité ce matin. Le ministre de l'Intérieur a prononcé son deuxième discours annuel et il en a profité pour défendre son bilan. Face aux critiques qui se sont multipliées ces derniers temps, le ministre s'est posé en premier flic de France selon ses mots. Il a promis de créer d'ici la fin 2013 de nouvelles zones de sécurité prioritaires. Il y aura une nouvelle vague, mais plus modeste, parce qu'en fonction des moyens, notamment les effectifs, je souhaite que nous puissions assurer les actions dans ces zones de sécurité prioritaires, mais j'aurai l'occasion de les annoncer pour ce qui concerne évidemment leur localisation. Elle était inéluctable. La liquidation judiciaire de Liège a été prononcée aujourd'hui par le tribunal de commerce de Niort. L'équipementier automobile se voit néanmoins accorder 1 mois de poursuite d'activité, 1 mois pour permettre à une société d'économie mixte pilotée par la région Poitou-Charentes de relancer l'activité. Cette décision intervient après des années de difficultés et 6 mois après le placement de la société en redressement judiciaire. Et en tant qu'oscillatant, ça fait 3e plan qui échoue, quoi. Puis même, notre repreneur, le dernier repreneur, n'a pas fait ce qu'il fallait pour. Il y avait des possibilités pour maintenir l'emploi, pour créer de nouvelles activités. Et il n'a rien fait. Il n'a jamais voulu faire le moins d'investissement pour créer quelque chose de nouveau. Après le coup d'éclat de Silvio Berlusconi, Enrico Letta a décidé de pousser le Cavaliere dans ses retranchements. Mercredi, le chef du gouvernement italien posera donc la question de confiance devant le Parlement. Samedi, Silvio Berlusconi a demandé aux 5 ministres de son parti de démissionner. Une décision condamnée par la presse dans son ensemble, au moment où la 3e économie de la zone euro peine à sortir de la crise. Ce vote devrait clarifier la situation alors que le malaise semble gagner les propres rangs de Berlusconi. On termine avec le dessin du jour, il est signé Willem dans Libération. On y voit un Bachar al-Assad pas vraiment inquiété par les experts de l'ONU. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci plus généralement de votre fidélité. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat avec un film autour du fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk. Images d'archives et témoignages historiques reviennent sur un mythe qui subsiste encore. Belle soirée, bon film, à demain et toujours avec plaisir.